Salut à tous, merci de votre fidélité. On n'est pas parti bien longtemps, mais je dois vous dire que vous nous avez bien manqué. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble, vous le savez, pendant 30 minutes de questions, mais surtout de réponses. Aujourd'hui, c'est l'école du monde. Voici sans plus tarder le sommaire. Et dans le Mag, aujourd'hui, on fait escale au Danemark. Le système danois est connu, reconnu dans le monde entier. Il est même souvent donné en exemple, pas de redoublement ni de notation avant l'âge de 14 ans. Mais concrètement, qu'est-ce que ce modèle? Mathilde Vessel sort sa loupe. Ce sera dans un instant. Une pédagogie radicalement différente avec le système en France et surtout un maître mot, l'empathie. Le modèle danois fait-il de meilleurs citoyens que le modèle français? Et puis, quel rapport à la nature? On vous emmène dans un instant, ne ratez pas ça, au cœur des Forest School. Et puis, ce modèle est-il aux lois des classements mondiaux, internationaux? Est-il en train d'évoluer? Le privé est-il surtout en train de prendre le pas au Danemark? Enfin, la France doit-elle s'inspirer de ce célèbre modèle danois? On en parle dans un instant avec nos invités qui ont fait leur scolarité au Danemark, mais qui connaissent bien l'Hexagone. Et vous allez voir qu'au petit jeu des comparaisons, eh bien, ils vous donneront toutes les réponses. On sera dans un instant avec Rasmus Michaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes né en France, bonjour, mais vous avez fait toute votre scolarité, en tout cas étudié au Danemark, et vous êtes créateur d'entreprise. On s'entretient avec vous juste après la loupe. C'est avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut Patrice. Ce fameux modèle danois, c'est quoi? Effectivement, c'est vrai, quand on est français et qu'on lit sur le papier en quoi consiste le système danois, ça nous fait rêver. Et pour cause, on parle d'une école informelle, plus ouverte d'esprit. Les valeurs mises en avant sont le respect de l'autre et la solidarité, des classes allégées, le travail de groupe et la coopération au centre de l'apprentissage des enfants. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que les dépenses du Danemark pour l'éducation font partie des plus élevées au monde, avec un PIB consacré à l'éducation de plus de 15% en 2017. C'est les derniers chiffres. En France, à titre de comparaison, nous sommes à 7%. Le taux d'alphabétisation au Danemark est de 100% et le pourcentage d'élèves admis dans le secondaire, c'est le plus élevé d'Europe. Ce système éducatif, ça marche comment? Alors, on va commencer déjà par le nom de l'école publique au Danemark. Désolé pour les Danois qui nous regardent aujourd'hui, je vais un peu écorcher. Ouais, attention, il y en a un qui écoute. C'est Folkeskole. Voilà, je le dis sûrement très mal. Je crois que vous êtes pas mal. On va demander à Rasmus. Bon, on verra après pour la correction. Alors, en 2000, 89% des élèves étaient dans l'école publique, 15% des élèves dans des écoles privées, un petit peu moins qu'en France, puisque c'est 17%. Et puis 1% donc, de Danois sont à la maison pour l'école. Alors, comment ça s'organise? Vous allez le voir ici, de 3 à 5 ans, les enfants vont à la crèche ou au jardin d'enfants. À partir de 6 ans, donc c'est la classe préscolaire qui correspond au niveau 0. De 7 à 16 ans, nous avons l'enseignement primaire. Il s'agit d'une école unique et non divisée comme en France. Ça correspond du niveau 1 à 10. Et puis de 17 à 19 ans, l'enseignement secondaire. Donc là, on a le choix entre l'enseignement supérieur ou la voie professionnelle. Ça correspond au niveau 10 à 12. En termes de pédagogie, c'est quelle approche? Ça donne quoi? Bon, alors évidemment, parmi les méthodes les plus connues au Danemark, on a l'absence de redoublement ou de classe sautée. Pas de notes non plus jusqu'à l'âge de 14 ans. Ça fait rêver les Français qui nous regardent, j'en suis sûre. Alors, ce qui est important aussi à noter, c'est que l'échec n'existe pas. Car selon les spécialistes là-bas, eh bien, l'échec serait perçu comme un déséquilibre entre l'habileté de l'élève, ses capacités naturelles et le profit qu'il retire de l'enseignement. On considère d'ailleurs que les enfants qui sont en échec sont tout simplement mal orientés. Le seul examen obligatoire a lieu à la fin des études secondaires. Et petite précision, au Danemark, les élèves, ils ont accès à l'ordinateur pour le baccalauréat. Ils ont Internet depuis 2010. C'est d'ailleurs le premier pays au monde. Et puis, ces fameux cours d'empathie dont on parle partout, des cours obligatoires de 6 à 16 ans, ça correspond à 1 heure par semaine. Le but premier est de privilégier évidemment la coopération plutôt que la compétitivité. Au Danemark, pendant les cours d'empathie, les enfants apprennent à lire, à comprendre les énergies, à écouter les émotions des autres. Ils sont encouragés pendant ces cours aussi à s'exprimer, à s'extérioriser. Alors, oui, allez-y. Et cette éducation, elle est mise en place dès le plus jeune âge, comme à la crèche et à la maternelle? Alors, c'est vrai que les crèches et les maternelles sont mélangées. Déjà, ça permet aux enfants de s'apprivoiser, de se connaître un petit peu. Ils jouent ensemble. En maternelle aussi, l'intégration se fait tout en douceur. La première semaine, il faut le savoir, les parents restent avec l'enfant pour pas créer, si vous voulez, de manque trop difficile. Notamment, ils restent la matinée avec l'enfant. Il n'y a pas d'horaire également, ni de vacances. C'est-à-dire que les maternelles sont ouvertes de lundi au vendredi
et de 8h à 17h. Donc on met D'accord. les enfants quand on veut, on prévient évidemment si on ne les amène pas, mais ça c'est important. Quelques spécificités aussi sont mises en place, comme le goûter sucré interdit. On privilégie tout simplement les fruits, ce genre de goûter. Les couches acceptées aussi, avec des instituteurs qui changent les enfants. Pas de sieste obligatoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était toujours un petit peu Je me souviens. l'enfer de ces Je me siestes souviens. l'après-midi. Ouais. Et puis les vendredis, alors ça c'est rigolo, il y a des feux de camp organisés avec Wow. des chants. Les enfants, alors ils font cuire des saucisses, c'est pas une blague, avec du pain, voilà, pour faire des hot dogs. Et puis ils chantent. Et c'est vraiment l'art en fait d'être ensemble dans la nature. Et ça c'est vraiment super cool. Et puis il y a une année bonus avant l'école primaire. D'accord. Si jamais l'enfant n'est pas prêt à aller au CP, par exemple, ce qui correspond au CP en France, eh bien il peut attendre jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc voilà, c'est vraiment aller au rythme de l'enfant. Mathilde, sur le papier, c'est super, mais est-ce que ça marche? Bon, alors, Est-ce que c'est efficace? on va déjà comprendre une chose importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment comparer le système danois et français pour la simple et bonne chose. Bonne raison, ouais. Bonne raison, merci. C'est qu'en France, nous sommes 67 millions. Et au Danemark, ils sont 5 millions. Donc vous imaginez que ce n'est pas le même problème. Et pour répondre à votre question, est-ce vraiment efficace? Alors d'après PISA, acronyme de Programme international pour le suivi des acquisitions des élèves, mené, je le rappelle, par l'OCDE, la réponse n'est pas aussi simple. Je rappelle que ces tests sont réalisés tous les 3 ans depuis 2001. Et vous le voyez, ça concerne sur ce tableau les tests de lecture. Alors ça a été mené en 2001. Et c'est pas terrible, hein. Le ministère d'ailleurs danois de l'éducation a été très déçu, en cause notamment des professeurs perdus par toutes les réformes, notamment celle de 2014 qui concerne l'allongement des journées pour les élèves. Alors est-ce que c'est efficace? On ne sait pas, mais en tout cas ça fait rêver de nombreux Français. On va essayer de creuser justement un petit peu tout ça avec des Danois. C'est parti pour l'expression orale. Bonjour Rasmus Michaud, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes né en France, mais vous avez étudié au Danemark. Comment résumer la philosophie du système danois justement? Alors, plus qu'une philosophie, je pense que ce sont des choix de société. D'accord. En France, on a fait le choix de l'excellence, du fameux ascenseur républicain qui permet à n'importe qui, à force de travailler, enfin, si on a le talent et qu'on travaille, on peut devenir, on peut passer par ces filières d'excellence et devenir président de la République. Alors qu'au Danemark, il s'agit plus d'un choix basé sur l'épanouissement de soi, où il doit y avoir de la place pour tout le monde, quel que soit son talent. Donc, en France, effectivement, vu que ce choix de l'excellence a été fait, le système scolaire a mis pas mal sur un système un peu presse-citron, sur un côté un peu bachotage. Donc, si on a la base des mathématiques, si on est travailleur, si on est prédisposé à l'apprentissage scolaire, on peut réussir dans le système français, alors que on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les filières plus manuelles en France. Alors qu'au Danemark, effectivement, dans le système scolaire, même si on n'a pas ce talent pour la réussite scolaire, on peut trouver sa place et il y a des filières d'orientation. Et effectivement, il y a beaucoup d'importance qui est donnée à l'aspect social de la scolarité, c'est-à-dire qu'on doit apprendre ensemble. Le travail de groupe est privilégié, justement, pour promouvoir ce sentiment d'empathie. C'est-à-dire que l'empathie, c'est le leitmotiv, la pièce centrale de ce système d'éducation. Pourquoi? En fait, parce que le Danemark est une social-démocratie assumée. C'est-à-dire que même quand vous êtes de droite en France, au Danemark, vous êtes social-démocrate. Et donc, c'est presque une philosophie politique, on peut dire. Hein. C'est que le fait de dire que la société est égalitaire et que le PDG doit s'entendre bien avec la femme de ménage et vice-versa. Et donc, c'est pour ça que, quel que soit son talent scolaire, on doit travailler dans le groupe dès le plus jeune âge pour que justement cette espèce de cohésion sociale qui est beaucoup plus facile à exécuter dans une petite société, vous l'avez dit, 5 millions d'habitants, c'est plus facile pour tout le monde de se connaître que dans un pays de 67. Après, ça, ce sont des idéaux, c'est pas forcément la réalité. Et si vous voyez les gens qui réussissent dans les études supérieures au Danemark, une grande partie viennent de milieux privilégiés.
Mais et en France, pareil, le fameux ascenseur républicain est un peu en panne. Mais bon, ce sont en tout cas les vidéos sur lesquelles et les choix de société sur lesquels ont été fondés les systèmes scolaires. Rasmus Michaud, ses cours d'empathie, c'est jusqu'à 16 ans, si j'ai bien compris, à raison quoi, de 1 heure, voire 2 heures par semaine. Concrètement, ça ressemble à quoi? Moi, j'en ai jamais fait, des cours d'empathie. On apprend quoi? On apprend à s'écouter, principalement? Alors, ça s'appelle Bernstein, ça veut dire l'heure des enfants. C'est-à-dire que L'heure des autres? le cours d'empathie s'appelle D'accord. l'heure des enfants. C'est-à-dire que c'est l'école, ça fonctionne un peu en mode ex-cathédrale. C'est le professeur qui enseigne et les étudiants qui écoutent. Un peu le vieux système prussien selon lequel on enseigne dans l'Occident depuis 150 ans. C'est le même en France. Vous avez justement quel souvenir de tous ces cours? Vous sentez que ça a forgé votre caractère, que ça a créé, si je puis dire, le citoyen que vous êtes aujourd'hui? Je veux dire, en fait, c'est 1 heure où c'est plus la récréation, où on va fêter l'anniversaire des 2 ou 3 gamins qui ont fêté leur anniversaire pendant la semaine. Donc chacun apporte son gâteau, on chante une chanson, on fait quelque chose qui permet justement, on pose des questions, on se demande comment ça va, et voilà, on essaie de résoudre un peu les problèmes en groupe. Mais c'est nos cours d'éducation civique en France, mais en mieux peut-être alors. C'était souvent le vendredi, et puis c'était génial parce que c'était l'heure où on mangeait les gâteaux et on fêtait les anniversaires. J'allais vous demander si on allait parfois peut-être en y traînant les pieds, mais avec ce que vous venez de me dire, j'ai l'impression qu'au contraire, on y va plutôt en cours. Non, c'est le cours le plus fun de la semaine où on passe un bon moment, quoi. Privilégier la coopération à la compétititivité, n'est-ce pas se méprendre sur la réalité du monde du travail aujourd'hui, Rasmus Michaud, qui attend nos enfants? Ce sont des paroles des journalistes, ça. C'est pas vrai. Enfin, le système scolaire danois est compétitif, c'est-à-dire mais on se dit que effectivement c'est plutôt à partir de 14 ans qu'il faut apprendre la compétitivité et que le Danemark arrive bien à gagner la Coupe d'Europe de foot, arrive à remporter des médailles olympiques, donc l'esprit de compétitivité existe, il faut pas se méprendre. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'effectivement l'épanouissement de soi est peut-être un peu plus important que le fait d'arriver numéro 1 à chaque fois. Ceci dit, à partir de 14 ans, on apprend bien qu'il faut avoir des bonnes notes et que, en fait, l'attribution des places à la fac, donc en France, on a des écoles préparatoires, au Danemark, les facultés les plus demandées, et les places sont attribuées en fonction des notes WAC. Voilà, donc l'esprit de compétitivité s'installe au lycée et là il faut bosser, il faut réussir, il faut avoir des bonnes notes pour pouvoir faire les études qu'on a envie de faire plus tard. Question de Mathilde Wessels. Bonjour Rasmus. J'ai une question, oui, parce qu'à partir de 14 ans, on a bien vu que c'était un peu plus clair, mais avant 14 ans, ça me paraît plus flou au niveau des notes, notamment parce qu'il y a une absence de notes. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer les élèves et puis les professeurs qui récupèrent les enfants de 14 ans? Comment on sait à peu près quel niveau ils ont? Parce que l'évaluation, en fait, est qualitative plutôt que quantitative. C'est-à-dire que chaque élève va bénéficier d'une évaluation personnalisée. Les professeurs vont écrire dans le petit carnet de correspondance aux parents en disant voilà, Rasmus a des progrès à faire en maths, en revanche, en anglais ça va, etc. Tous les 3 mois, il y a une rencontre entre les professeurs et les parents, il y a une rencontre entre les professeurs, les parents et les élèves, etc. Donc, il y a plus de temps. C'est-à-dire que je n'ai pas les statistiques en tête, mais je crois que le nombre d'élèves par classe est un peu plus réduit, ce qui lui donne plus de latitude aux professeurs aussi de passer du temps individuellement avec les élèves. Et donc, l'évaluation et le suivi des élèves est plus qualitatif que quantitatif. Après, une fois qu'on monte dans les classes, au lycée, le nombre d'élèves par classe augmente. Et là, l'évaluation devient de plus en plus quantitative, on va dire. Le côté apprendre sans se juger, pour vous, c'est justement un aspect prépondérant de la scolarité au Danemark, surtout pour les plus jeunes? D'apprendre sans se juger, vous dites? Oui. Oui, enfin, je pense que il faut avoir le goût de l'apprentissage, mais ça, l'apprentissage doit être quelque chose d'intéressant, d'être vécu comme quelque chose de fun et d'intéressant.
plutôt que comme quelque chose de rébarbatif et qui permet pas de s'épanouir socialement. Enfin, je vois, moi, j'habite à Paris, mes enfants sont scolarisés dans une école élémentaire, Oui. mais je vois que c'est une école qui met l'accent sur le plaisir d'apprendre. Et ça, je le reconnais. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on vit dans l'Union européenne et les professeurs les plus éclairés essayent d'apprendre les best practices des autres pays. Et je vois que mes enfants adorent aller à l'école. Mais bon, après, ils sont dans la petite école. Mais ils sont fiers d'apprendre à écrire, apprendre à calculer, etc. Donc, je pense que effectivement, c'est important de prendre du plaisir à l'apprentissage. Merci beaucoup, Monsieur Rasmus Michaud, d'avoir été avec nous en direct, effectivement, dans le School TV Le Mag. Je rappelle que vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes né en France, mais que vous avez fait toutes vos scolarités au Danemark. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite, sans plus tarder, c'est l'Info en Plus. Et Mathilde, vous nous parlez dans l'Info en Plus des Forest School, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement une école qui met au centre la nature de l'enseignement, qui représente près de 20% des écoles au Danemark, soit 700 écoles dans le pays. Une philosophie qui veut dire vie au grand air. Alors, je vais vous le dire en danois, mais évidemment, ça va être terrible. J'adore votre accent danois. Je sais, Friluftsliv, voilà, c'est à peu près ça. Ça veut dire vie au grand air. Alors, c'est une philosophie qui tendrait à rendre les Danois particulièrement heureux. Bah oui, on est dehors, on court, on n'est pas enfermé dans une salle de classe, donc forcément, c'est plus sympa. Alors, à l'origine de cette école, c'est Ella Flotto, une prof de musique dans les années 50, qui a eu l'idée d'emmener les enfants dans la forêt pour les ouvrir un peu à la nature, un phénomène accéléré par ces femmes qui ont dû travailler petit à petit, et donc elles ne pouvaient plus garder leurs enfants à la maison, et donc les écoles traditionnelles étant saturées, s'ouvrent alors les classes en pleine forêt, et la première école dans la forêt a vu le jour en 1957. Il y a eu un deuxième boom dans les années 70 et puis 90. Voilà, c'est pas si vieux que ça, d'accord. Non, c'est pas si vieux que ça, et l'avantage de ces écoles, c'est qu'aucune n'est identique. Elles s'adaptent toutes à leur environnement, tandis que certaines sont complètement en immersion dans la forêt, d'autres le sont partiellement. Voilà. En quoi ça consiste? Alors, les enfants de 2 à 6 ans passent leur journée dehors, peu importe la météo, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, ils sont dehors. Ils montent dans les arbres, ils apprennent à connaître les plantes, les oiseaux, ils apprennent tout simplement à connaître la nature, à l'appréhender. Ils peuvent se dépenser donc librement, peu importe le temps qu'il fait dehors. Et puis, il y a 7 principes également dans ces classes qui sont importants. Parmi eux, offrir à l'enfant un cadre propice à l'observation, à l'exploration, ou encore permettre à l'enfant de prendre des risques, et ou alors aussi penser l'enfant comme unique et compétent, ça c'est important. J'ai envie d'essayer un équivalent en France ou pas? Oui, alors ça s'appelle les déclics. Si vous voulez aller voir, ils ont un site internet qui est plutôt pas mal. D'accord. Alors c'est partout en France. Vous pouvez mettre votre enfant de 6 à 11 ans voilà, dans ces écoles-là. C'est 2 heures par semaine. C'est un peu comme un centre aéré si vous voulez. C'est donc une forest school près de chez vous. Vous allez sur Internet, il y a tout. Voilà, il y en a beaucoup aussi en région parisienne. Les activités proposées sont entre autres des jeux sur l'écologie ou des ateliers d'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour Iben Schneider, merci beaucoup d'être avec nous dans le Mag sur School TV. Vous êtes présidente de l'association de professeurs de français au Danemark. Vous êtes basée, si je ne m'abuse, à Copenhague. On vient de parler de ces forest schools. Quelle est la plus-value? La plus-value, c'est surtout qu'on a cette éducation de la nature. N'importe où on vit au Danemark, il y a beaucoup d'enfants qui vivent en ville et qui ne vont pas se rendre compte vraiment qu'est-ce que c'est la nature, d'où viennent nos produits qu'on consomme si jamais on n'est pas dans la nature, quoi. C'est surtout sur ça que cette théorie est basée. C'est plus qu'une tendance. Aujourd'hui, il y a un succès croissant de ces forest schools. Oui, je pense que si, oui. On va revenir sur le modèle danois, parce que vous connaissez effectivement par cœur. Vous êtes présidente de l'association des professeurs de français au Danemark. Qu'est-ce qu'une folkeskole? J'espère que j'ai bien dit, je l'ai dit avec le bon accent. Folkeskole? Grundskole. Ah, d'accord. Grundskole, oui. Pardon. Grundskole. Pardon. Le Grundskole, c'est plutôt c'est plutôt une école unie ou unifiée. C'est l'école primaire et secondaire qui se trouve dans un établissement
Donc, on n'est pas partagé, on ne partage pas les élèves dans plusieurs établissements. On reste dans une école, dans un établissement, jusqu'à ce qu'on a terminé le collège. Et après, on continue sa formation d'éducation secondaire du deuxième cycle. On a beaucoup parlé tout à l'heure avec notre premier invité de la place qu'occupe l'empathie, ces cours d'empathie. Pourquoi justement c'est, si je puis dire, le pilier, la pierre angulaire justement de votre système scolaire, l'empathie, à ne pas confondre avec la compassion, j'imagine? Oui, c'est vrai aussi que l'empathie joue un grand rôle, mais en fait, la formation de l'élève au Danemark est basée sur 3 piliers, c'est-à-dire la formation professionnelle, pour laquelle on donne des notes, et on donne des notes au 3e et au 4e au collège. Et ils sont importants pour le parcours au niveau de l'éducation secondaire du deuxième cycle et ensuite. Et deuxièmement, le deuxième pilier, c'est les compétences personnelles. Donc, on mesure et on donne aussi des notes pour ça. Enfin, c'est inclus dans les notes professionnelles. Si l'élève arrive à l'heure, si l'élève fait ses tâches à l'école, si l'élève est actif pendant les cours. Et troisièmement, le pilier social. En fait, c'est très important au Danemark d'apprendre de travailler avec d'autres en groupe. Donc l'élève est évalué aussi sur son interaction en groupe avec les autres élèves et aussi sur le fait si l'élève est là pour pour les présentations du travail de groupe et si l'élève travaille activement dans le groupe. Donc, c'est 3 piliers qui sont importants tous les 3 du même niveau pour évaluer l'école pour évaluer l'élève. Et ça reste ça aussi au niveau de l'éducation secondaire du deuxième cycle au lycée. Iben Schneider, on disait tout à l'heure avec notre premier invité qu'il n'y avait pas de notation jusqu'à 13 à 14 ans au Danemark. Dans quelle mesure justement c'est important justement pour la suite de leur scolarité, le fait qu'on ne soit pas vraiment jugé et que ce jugement, s'il y a un jugement, soit plus qualitatif que quantitatif? Oui, les deux. En fait, l'évaluation formative et l'évaluation sommative sont tous les deux des piliers dans le système éducatif au Danemark. Et donc, c'est et quantitatif et aussi qualitatif qu'on mesure le niveau de l'élève, son niveau professionnel, quoi. Mais on peut pas, enfin, ils sont interactifs. On peut pas évaluer au niveau quantitatif sans inclure l'évaluation qualitative. À la différence de la France, le système chez vous est donc très décentralisé pour ces Krogsskoler, j'espère que je le dis bien, des écoles publiques qui sont Krogsskoler, qui sont surtout gérées par les communes, répartition du budget, application des programmes, recrutement du personnel. Y a-t-il justement une totale liberté de ces villes ou de ces communes concernant ces Krogsskoler? Et est-ce que c'est une bonne chose? Non, il y a toujours le ministère de l'Éducation qui règle, qui donne des directives comment enseigner et qu'est-ce qui est important. On a beaucoup de communication entre les écoles et avec le ministère de l'éducation pour faire un alignment. Vous savez, pour s'assurer qu'on fait la même chose. Mais il y a aussi beaucoup de possibilités de faire quelque chose d'individuel. Il faut, dans ce sens, que le professeur amène sa personnalité dans l'éducation, enfin dans les cours de ce qu'on fait. Donc, c'est pas conceptionnel l'enseignement au Danemark. Question de Mathilde Wessels. Donc, de cette façon-là, c'est différent qu'en France et dans d'autres pays continentaux. Bonjour Iben. Je sais que moi, j'ai été à l'école aussi. Quand j'étais adolescente, j'étais pendant 3 ans, j'ai passé
J'ai été à l'école en Allemagne et c'était complètement différent qu'au Danemark. Il y avait beaucoup moins de liberté. C'était le curriculum était très, comment dire, défini du départ. Donc il n'y avait pas beaucoup de manières il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'être créatif en tant que professeur. Alors bonjour Iben Schneider, bonjour. J'ai juste une question, ça concerne les adolescents de 13 à 17 ans. J'ai vu sur Internet qu'ils étaient encouragés à trouver des emplois l'après-midi pour pouvoir avoir une certaine autonomie financière. Comment ça se passe ? Pardon, quelle était la question? Comment ça se passe? Oui, que les adolescents entre 13 et 17 ans étaient encouragés apparemment à trouver un travail l'après-midi pour pouvoir acquérir une autonomie financière. Oui, c'est vrai aussi, oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui travaillent à côté. Ils travaillent chez McDo, ils travaillent dans des bureaux. Ils ont des petits boulots qui peuvent administrer à leur âge. Oui, ça c'est vrai, oui. Après l'école. Et en fait, je pense, au lycée, c'est plus facile. Mais il y en a aussi qui commencent déjà très tôt, déjà à l'âge de 13 ans, 12 ou 13 ans. Iben Schneider, pourquoi la France devrait s'inspirer du modèle danois ? Pourriez-vous me répéter la question, s'il vous plaît ? Pourquoi la France devrait s'inspirer du modèle danois ? Pourquoi on devrait s'inspirer du modèle danois en France ? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un système qui est mieux que l'autre, mais c'est deux systèmes différents, complètement différents. Je pense que au niveau des relations des élèves, je pense qu'on peut plus faire un appui sur le côté relationnel avec l'élève si on a plus de liberté en tant que professeur pour préparer les cours. Donc ça, c'est déjà très bien. Si on voudrait avoir des personnes qui sont, comment dire, très bien en personne, c'est peut-être c'est intéressant dans ce sens-là. Et on dit aussi au Danemark le but, il y a deux buts très importants dans l'école, c'est apprendre d'apprendre, donc de trouver des solutions. Donc il faut faire afin que les élèves apprennent à trouver des solutions eux-mêmes. Ça, c'est déjà une très grande différence entre la France et le Danemark, je crois. Et puis l'autre aussi, on appelle l'école dans la société. Donc un autre but avec l'école, c'est aussi d'apprendre aux élèves d'être des individus dans la société danoise. Eh bien, merci encore pour votre témoignage. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Iben Schneider. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des professeurs de France au Danemark. Je remercie également Rasmus Michaud, qui est entrepreneur et qui était à notre micro, à notre antenne en début d'émission. Merci beaucoup, Mathilde. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. On se retrouve bien évidemment sur Internet, sur schooltv.com. Excellente journée en notre compagnie. À très vite.